de fermer vos micros pour pas qu'il y ait de bruit de fond, etc. Si des questions, levez la main. On va répondre avec plaisir. De commentaires. N'hésitez pas, surtout pas. Vous avez tous certainement un bagage de connaissances immense. Je pense qu'on peut débuter par la présentation en fait, les présentateurs aujourd'hui. Mon nom, c'est Frédéric Boisvert. Je suis économiste de la construction depuis quelques années. Depuis quelques années, en fait, pour Stratégia Conseil, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur de la construction, autant dans l'industriel lourd que dans le bâtiment. Donc voilà, je suis un des présentateurs aujourd'hui. Et je vous présente également Sylvain qui va se présenter à son tour. Oui, bonjour tout le monde. Donc, quelques visages connus dans la liste. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Bienvenue aux autres aussi. Donc, Sylvain Bittner, économiste de la construction également. Ça fait déjà environ 7-8 ans que je suis chez Stratégia Conseil. J'ai débuté ma carrière pour des firmes de génie conseil en industriel lourd également. Puis dans les dernières années, j'ai travaillé sur plusieurs types de projets, que ce soit résidentiel léger, résidentiel lourd, municipal. Donc, avec Fred, on apporte l'ensemble quand même une très bonne connaissance du milieu québécois. Donc, voilà. Bienvenue à tous. Avant de débuter, il y a deux choses. La première chose, c'est que la présentation d'aujourd'hui sera disponible et vous sera envoyée par courriel. La deuxième chose, c'est que vous avez peut-être déjà reçu un premier courriel. Vous allez en recevoir deux autres. Je vous explique. Stratégia Conseil, on est une entreprise ambassadrice de Enfants Soleil. On a comme souhait de contribuer de manière positive à plusieurs organismes, organismes de bienfaisance, dont Enfants Soleil. Vous avez reçu un premier courriel, deux autres à venir. Je vous invite à faire un don à Opération Enfants Soleil avec le lien que vous a transmis. Stratégia va bonifier le don que vous allez faire. Donc voilà, un petit clin d'œil, je pourrais vous dire, avec 3 courriels, vous n'avez pas d'excuse de ne pas faire de don. Je vous invite vraiment à en faire, c'est pour les enfants, c'est super important. Puis c'est possiblement la relève dans notre secteur de la construction. Donc on veut des enfants en santé. Oui, si je peux ajouter, on a un objectif de 10 000 $. Donc, pour l'instant, quand la dernière fois que j'ai regardé, je pense qu'on était à 6 000 quelques dollars. Donc, ça va super bien. Puis, Stratégia va bonifier de 10 $ chaque don qui va être fait de votre part. Donc, voilà. Ceci étant dit, débutons la présentation. Et voici l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, l'idée des webinaires Lunch and Learn, c'était de faire ça quand même assez rapidement pour ne pas prendre trop de votre temps, mais tout de même en vous partageant un peu ce qu'on vit, nous, dans notre day-to-day au travail avec les clients sur les projets. Donc, on va commencer par une petite capsule un peu plus relax, on peut dire, l'histoire racontée en 5 minutes. Donc, une petite histoire que j'aime toujours entendre de toi, Fred. Puis aujourd'hui, la première partie, c'est l'estimation en phase de planification. Donc, on va parler principalement là, du scope of work, donc la portée des travaux, le coût des équipements majeurs et des matériaux, la productivité de la main-d'œuvre, les conditions de mise en œuvre, puis la contingence versus les risques. Tout ça en lien avec la phase là, de planification d'un projet, donc vraiment en début de projet. Il y aura 2 autres webinaires qui vont être annoncés, je crois, pour probablement janvier et février. On va vous revenir avec l'invitation exacte, qui vont poursuivre un peu sur la même thématique. Avant toute chose, on va parler rapidement de Stratégia Conseil. Stratégia Conseil, notre mission, c'est d'accompagner nos partenaires à travers tout le cycle de vie du projet.
On est là en phase de planification, même avant projet, puis au cours de l'exécution. Puis on oriente toutes nos interventions, toute notre énergie dans le développement durable. C'est super important. Puis on a à cœur la réussite des projets de nos clients. Puis on n'hésite pas de sortir de la boîte, penser en dehors de la boîte, être en mode solution toujours. Voici nos services. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site web et nous écrire. Vous allez avoir nos coordonnées plus loin dans la présentation. Voilà. Donc ici, je vais vous poser un petit quiz, mais je ne vous laisserai pas le temps de répondre parce qu'on est assez serré dans le temps. Mais est-ce qu'il y en a d'entre vous qui savent d'où provient le métier d'estimateur, d'économiste ou de quantity surveyor en anglais? Ça remonte effectivement jusqu'à du temps des pharaons en Égypte, où est-ce qu'ils devaient avoir des personnes finalement pour compter le nombre de blocs nécessaires, combien de temps ça prendrait pour monter tout ça. Donc, c'est vraiment là que le métier a pris forme. C'est un peu plus tard, là, à Londres, que ça a été vraiment officialisé comme métier quand il y a eu un grand feu qui a détruit une bonne partie de la ville. C'est à partir de là que les quantity surveyors se sont fait reconnaître parce qu'ils ont dû en engager beaucoup là, pour reconstruire la ville puis savoir combien ils pouvaient payer les métiers qui travaillaient. Donc, on voit que c'est quand même un métier qui date de quelques années. Puis, ça va mettre la table là, pour la petite histoire de Fred. Mais parlons-en des pharaons. Alors, nous, on aime bien ça, faire un rétro. Des fois, il y a de la rétro-ingénierie, mais là, on fait de la rétro-estimation. Alors, on s'est amusé à regarder la construction d'une pyramide, la pyramide de Gizeh. Les données sont connues, 2 millions de blocs calcaires, 2,5 tonnes métriques par bloc. Donc, 5 millions de tonnes, la pyramide. Selon les historiens et les archéologues, c'est une construction qui a duré 20 ans. Fort à parier que les travailleurs à l'époque n'étaient probablement pas syndiqués. Alors, les conditions de travail devaient être rudes. Donc, on assume 8 heures par jour, 365 jours par année. On assume également une équipe de 10 travailleurs par bloc. Le chantier est à 8 km du Nil. Donc, il y avait des équipes qui transportaient les blocs, puis il y avait des équipes qui faisaient l'érection des blocs. Si on regarde un peu la productivité aujourd'hui pour un équipement ou quelque chose qui est monolithique, un bloc, on peut regarder un 25 à 40 heures par tonne. Puis, ce qu'on regarde aussi, si on regarde un autre facteur qu'on utilise et qu'on voit dans les pays où la machinerie n'est pas disponible par rapport à de la construction nord-américaine, par exemple, ou européenne, mais le facteur de productivité, c'est x3. Fait que là, avec tout ça, avec notre rétro-estimation, on voulait savoir combien de travailleurs nécessaires moyens par jour pendant 20 ans. Voir si on est capable de répondre à cette question existentielle que beaucoup d'historiens se posent et beaucoup d'archéologues. Alors, voici le calcul qu'on s'est amusé à faire. Bien, je vous épargne tout le détail, là, mais j'espère que s'il y en a qui est en train de calculer avec votre calculatrice, là, je vais peut-être couper l'herbe sur le pied là, ou le sable sur le... En tout cas, bref, faire un mauvais jeu de mots. Donc, 80 millions d'heures pour le transport, selon nous, entre le Nil et la pyramide. L'installation des blocs, 600 millions d'heures. Ça donne 680 millions d'heures sur 20 ans. 8 heures par jour. Ben là, vous regardez le calcul. Ben là, on s'est dit 11 600 travailleurs moyens par jour, calendrier. Donc, Eureka, parce que selon les historiens et les archéologues, et selon Wikipédia, selon le Musée canadien de l'histoire, on parle de 10 000 à 20 000 travailleurs sur le chantier de construction des pyramides à l'époque. Alors, on se dit,
Suite à ce calcul-là, on peut maintenant faire un webinaire. Donc, aussi, fait amusant, on regarde au niveau de la productivité. En 1930, pour construire une maison, c'est 837 heures personne. On s'entend, c'est des heures personne. Donc, il faut le multiplier par le nombre de personnes si on veut des unités d'heures personnes au singulier. Donc, on voit que la productivité, là, avec l'aspect d'équipement, avec le contexte social, le contexte historique, on voit que la productivité, ben, à 100 milliards. Là, on serait peut-être en construction dû justement pour une évolution de ce côté-là, au niveau de la productivité. On rentre dans le vif du sujet maintenant. L'estimation en phase de planification. J'espère que ça vous a plu, cette petite capsule historique. Oui, donc on va, dans les prochains points, là, un peu faire des recommandations, des choses qu'on voit souvent dans les projets, qu'on trouve soit utiles ou qui sont plutôt des erreurs. Donc, le premier thème qu'on a, c'est la portée des travaux. Le work, ça peut être le scope of work en anglais. Puis souvent, l'étape de planification, ce qu'on se rend compte, c'est que les clients, ils veulent avoir un chiffre, ils veulent avoir une estimation sur leur projet. Mais avoir seulement une estimation, c'est pas là qu'il y a nécessairement la plus-value. C'est juste une estimation avec un chiffre en bas, c'est pas ce qui va aider le plus le client à prendre ses décisions. Donc, nous, ce qu'on essaie beaucoup de travailler avec les clients, c'est de bien morceler la portée des travaux. Puis la morceler, pour commencer, par utilité, par fonction, et non pas par discipline. Parce que quand on le fait par fonction, c'est là qu'après ça, le client il peut regarder des options, il peut prendre vraiment des bonnes décisions d'affaires. Il peut dire telle section, OK, ça coûte ça, fait que si on l'enlève, bon, bien, vous comprenez, on peut faire beaucoup d'options avec ça. Un coup que c'est morcelé par utilité, il n'y a rien qui empêche de le codifier ou autre par discipline aussi, comme on a l'habitude de faire. Donc, en anglais, c'est le WBS, le Work Breakdown Structure. En français, c'est la structure de découpage du projet. Oui, il y a la norme Uniforma qui existe pour les bâtiments, mais il faut aussi s'enligner avec les besoins du client. Donc, ça peut être Uniforma, mais ça peut être aussi personnalisé pour chaque client et ses besoins. Donc, quand c'est bien fait, un découpage, là, ce que ça apporte, c'est des discussions beaucoup plus faciles avec le client et les intervenants. Il y a aussi toutes les études et analyses qu'on va faire, que ce soit analyse de valeur, d'optimisation, l'analyse de risque, la prise des besoins. Tout ça va être beaucoup plus facile quand on a établi vraiment des bonnes fonctions sur le projet. Fait que ça, nous, c'est quelque chose qu'on fait vraiment là, de plus en plus avec les clients puis qui apporte vraiment une plus-value sur le chiffre qu'on doit présenter. Donc, tu peux passer à la petite slide d'après. Il y a aussi l'analyse de constructibilité qui va être facilitée quand on a vraiment un projet qui est bien morcelé par discipline, mais aussi par fonction. Fait que ça va être beaucoup plus facile de faire l'analyse de constructibilité. Puis ça peut même suivre jusqu'à la construction puis au financement. Donc, ça va être possible de faire les déboursés, par exemple, ou l'avancement, suivre la productivité, selon le WBS qui va avoir établi en la phase de planification. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de désavantages à mettre un peu plus d'efforts en planification pour bien le découper selon les besoins. Puis quand c'est bien fait, bien, ça devient vraiment un outil d'aide à la décision super importante là, à la phase de planification. Donc, ça, c'est ce qu'on voulait mettre l'emphase dessus. C'est vraiment un plus pour les clients de bien le morceler au départ. Puis souvent, on a tendance à ne pas le faire. Si on n'insiste pas, ça va être mis de côté parce qu'on se dit on est à l'étape planification. Donc, c'est-tu vraiment important en ce moment? Bien, la réponse, c'est oui, c'est vraiment super important. Puis ça va suivre tout le long du projet. Donc, ça, c'est ce qu'on a remarqué beaucoup là, au niveau de la portée des travaux. Merci, Sylvain. J'ajouterais qu'au niveau de la planification, ben, tu as déjà mis de l'emphase là-dessus, mais cette phase-là est hyper importante. Tu l'as bien dit. L'effort qu'on fait à définir la portée des travaux contribue. Puis le WBS
fait partie intégrante de l'estimation. Le lien entre l'estimation, entre le webinaire d'aujourd'hui, le sujet, l'estimation en phase de planification, ben c'est ça. Nous, on intègre cette structure de découpage-là dans l'estimation. On va en parler plus tard aussi dans l'échéancier. Mais l'effort, vraiment, Sylvain l'a bien dit, l'effort qu'on met en phase de planification, ça évite un paquet de problèmes. Plus tard, puis l'analyse de constructibilité, en fait, ça devrait toujours être réalisé, en fait, au moins à diverses échelles. Là. Ça ne se pas obligé d'avoir un effort hyper... mais l'analyse de constructibilité, ça a vraiment un impact sur les coûts au final, quand c'est bien réalisé. Au niveau des équipements majeurs et des matériaux, important d'identifier quels sont les équipements majeurs et les dissocier des matériaux. Un équipement majeur, ça a probablement des délais de livraison un peu plus longs que des matériaux. Donc, c'est important d'emblée que les coûts des matériaux, des coûts des équipements majeurs soient séparés, qu'on soit en mesure d'identifier les coûts des équipements majeurs. Dans le domaine du bâtiment, ça se fait un peu moins. En industriel lourd, ça se fait systématiquement. Mais c'est important de séparer ces coûts-là, puis être capable d'identifier le montant total d'équipements majeurs fournis ou estimé, peu importe. Mais d'emblée, au niveau des coûts, l'impact sur les coûts, à l'étape de planification, il faut vérifier la disponibilité des matériaux. Souvent, il y a des matériaux qui sont spécifiés, des spécifications d'équipement également qui sont spécifiées, il y a une estimation qui est réalisée. Mais on se rend compte quand l'entrepreneur obtient le contrat, mais celui-ci se rend compte que les matériaux ou l'équipement est discontinué. Donc, c'est important vraiment de valider auprès du fournisseur, obtenir des propositions budgétaires si nécessaire, que ces propositions-là soient conformes. On a parlé souvent, puis même récemment, sur la préfabrication, le préassemblage. Encore une fois, dans l'industriel, ça se fait souvent. Dans le bâtiment, moins, mais on voit une tendance vers la préfabrication. Ça réduit les coûts. On parle d'une réduction de 10 à 20 je crois. C'est quand même significatif sur les projets majeurs. On regroupe les achats, évidemment. Quand on regroupe des achats, on a un escompte de volume. Puis à travers tout ça, il faut considérer la chaîne logistique, le transport. Souvent, on n'inclut pas le transport dans les estimations de coûts. Quand les équipements proviennent des États-Unis, par exemple, ou d'Europe, mais il y a des coûts reliés au transport qu'il faut réfléchir aussi. Ça a un lien aussi avec la disponibilité des matériaux et des équipements. Puis, comme je l'ai mentionné, quand on identifie les équipements à long délai de livraison, mais à l'étape de planification, mais ça sert à l'échéancier. C'est pour ça que tout est relié. L'estimation, il ne faut pas le dissocier des échéanciers. C'est ensemble. Un échéancier fonctionne en fonction des efforts de l'estimation, qui est déterminé par l'estimation. Pour finir, l'erreur fréquente de ce côté-là, la compétition, la concurrence sur les projets, c'est super important. Ça a des clauses restrictives limitant la concurrence, mais malheureusement, peut-être que vous n'avez pas le choix de tel équipement, mais ça peut avoir un impact sur les coûts s'il n'y a pas de concurrence. C'est super important. Au niveau de la main-d'œuvre, d'emblée, j'aimerais dire qu'un projet de construction, c'est une entreprise humaine. Ce n'est pas de la science pure, c'est des gens qui travaillent sur le chantier. Il y a quelques notions qu'on devrait parler ici, c'est la productivité. La productivité, tout le monde en entend parler. C'est la quantité de matériaux équipements installés pour une heure de travail par travailleur. Puis l'efficience, nous, on distingue l'efficience parce que c'est ce qu'on regarde sur un chantier donné. La productivité peut varier en fonction de l'efficience. Puis l'efficience, c'est le niveau d'efficacité du travailleur influencé par des facteurs spécifiques au chantier. La slide suivante va l'expliquer. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que, comme je l'ai mentionné, ça sert à calculer les durées dans un échéancier en fonction de l'effort et du nombre maximum de travailleurs. Puis, ce qu'on pourrait dire comme erreur fréquente, quand on utilise un prix unitaire pour des coûts de main-d'œuvre, souvent on va dire
installer, je ne sais pas moi, une feuille de JPROC, mais c'est 5 par pied carré, puis 5 pour la main-d'œuvre par pied carré, ben, on ne devrait pas le faire comme ça. On devrait plutôt mettre des unités d'heure personne pour être capable ensuite d'utiliser ces données-là pour pouvoir faire un échéancier qui se tient. On n'utilise pas un prix unitaire pour calculer des coûts de main-d'œuvre. On utilise une unité d'heure personne et un taux horaire. Donc, les facteurs pouvant affecter l'efficience, l'accès au chantier, l'horaire de travail. S'il y a du temps supplémentaire qui dépasse 3 semaines, une durée de 3 semaines, on le sait statistiquement, il y a des statistiques qui existent là-dessus. Il y a une perte d'efficacité, une efficience qui est moins grande. Les travaux en hauteur, espace clos. Une supervision déficiente au chantier. Une planification inadéquate ou adéquate. Adéquate, c'est positif. Inadéquate, c'est négatif, on s'entend. La température, puis tout ce qui est santé-sécurité. C'est important de porter attention. Les accidents, c'est jamais bon sur un chantier. Si je peux ajouter, même en phase de planification d'un projet, avec une estimation bien faite avec les hommes-heures, on peut déjà regarder l'échéancier, puis voir si l'échéancier qui est proposé à l'étape planification est réaliste ou pas. Puis s'il n'est pas réaliste, mais qu'on doit le maintenir, c'est peut-être d'ajouter plus d'équipes, d'ajouter du temps supplémentaire, mais qu'on devra prévoir dans l'estimation dès le départ. Ensuite, les conditions de mise en œuvre. Donc, ici, on a débuté avec les 3 erreurs les plus fréquentes. Je vois dans la liste de personnes qu'il y a beaucoup d'économistes, donc peut-être qu'il y aura certains points qui vont vous surprendre, mais c'est des choses qu'on observe encore quand même très, très fréquemment. Donc, la première, c'est l'indexation des coûts inadéquats. Donc, parfois, ça va être complètement oublié dans les coûts du projet. D'autres fois, ça va être là, mais avec un pourcentage fixe, disons 2 Puis souvent aussi, c'est l'échéancier qui n'est pas pris en compte. Donc, il va y avoir une indexation plus ou moins réaliste, mais basée sur un échéancier qui n'a pas été regardé. Donc, vous comprendrez que si l'échéancier dépasse de 2 ans, par exemple, sur un projet majeur, ça peut être quand même très, très majeur comme impact de coût. Donc, ça, c'est au niveau des conditions de mise en œuvre, c'est ça, le numéro 1 qui revient vraiment le plus souvent puis qui a quand même un très, très gros impact. Le numéro 2, c'est les conditions générales qui sont souvent estimées à l'aide d'un pourcentage, surtout à l'étape de planification. Mais encore une fois, souvent, on va se baser sur d'autres projets du même type. Mais la problématique, c'est que chaque projet a un site différent, un emplacement différent. Il y en a qui peuvent avoir des conditions de sol particulières, etc. Puis à l'étape de planification, des fois, on n'a pas toute l'information, mais il reste qu'on peut quand même poser des hypothèses aussi à ce niveau-là, puis amener les discussions avec le client, les gens autour de la table, pour aller un peu plus dans le détail, malgré qu'on soit en phase planification. Le numéro 3, c'est un peu similaire au numéro 2, mais ça va plus être au niveau du bâtiment occupé, des travaux par phase, qu'il faut regarder dès le départ. Puis encore une fois, si c'est de l'information qui n'est pas disponible, on se doit de poser des hypothèses puis de les amener sur la table avec les professionnels, avec le client pour en discuter puis amener ces réflexions-là. Il ne faut pas attendre d'être rendu plus loin dans les estimations détaillées pour poser ces questions-là. Il faut le faire dès le départ en phase de planification. Donc, c'est vraiment important. Puis, ça reste des erreurs qu'on voit très, très fréquemment. Là. Tous les mois, on va en voir, pas nécessairement les 3, mais c'est les erreurs qui ont des impacts vraiment importants. Donc, on peut avancer un peu, Fred. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau des conditions de mise en œuvre, nous, ce qu'on suggère, c'est d'essayer de les identifier dès le départ à la phase de planification. Puis, si ce n'est pas possible, il faut poser des hypothèses puis essayer de les valider ou au moins amener le questionnement autour de la table. Donc, c'est vraiment ce qui est important selon nous, c'est de commencer avec ça dès le départ, faire des hypothèses, essayer de les valider,
Puis, si on n'est pas capable de les valider, ben, au moins on est parti de quelque chose. Puis après ça, quand on va faire nos ateliers sur la gestion de risque, on va pouvoir repartir de ces hypothèses-là qu'on a fait qui vont être à valider. On va être bon pour les compléter dans les analyses de risque. Donc, l'indexation, ça peut être un bon exemple. On peut utiliser des indices qui sont connus, puis traiter l'inflation supplémentaire qui pourrait arriver. On pourrait la traiter dans la gestion de risque qu'on va faire par après. Donc, la gestion de risque, Fred va vous en parler. On est rendu là, mais toutes les conditions générales qu'on fait à la phase de planification, on va les regarder aussi dans nos ateliers d'analyse de risque. Effectivement, les analyses de risque devront être faites nécessairement sur un projet. Mais avant toute chose, c'est important de distinguer la contingence de la provision pour risque ou la réserve de risque. La contingence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer en avance, c'est-à-dire la nature des changements qui seront constatés, la nature des fluctuations de coûts. Donc, on n'est pas en mesure d'évaluer de manière précise les coûts pour cette contingence-là, en fait, sur le montant pour la contingence. La contingence est souvent associée à notre niveau de confiance à l'estimation qui est faite. Ça se fait de manière, ce qu'on entend, ce qu'on fait, sinon on l'a fait de manière déterminée, c'est-à-dire qu'on détermine un minimum puis un maximum pour chacun des éléments de coût. Puis typiquement, on fait une simulation Monte-Carlo pour déterminer en fait les montants maximums selon les centiles qui va sortir de la simulation. La réserve de risque, c'est quelque chose. On peut identifier la nature et la portée du risque, puis on peut identifier ou on peut déterminer la probabilité que le risque se matérialise. Donc, c'est totalement différent de la contingence. La contingence, si par exemple, souvent on le voit, une erreur peut-être, c'est que les gens ou on se dit, par exemple, je ne sais pas, tel mur rideau pourrait nous coûter plus cher à cause de telle situation au niveau du système constructif du bâtiment, parce qu'il y a des angles spéciaux, parce qu'il y a une installation qui est particulière. Si le fait que je le nomme, ce n'est plus une contingence parce que j'ai nommé ce risque-là. Alors, il y a deux choses. Soit qu'on se dit, par rapport à notre niveau de confiance, de notre estimation, le fait que je le dise, je prends ce coût-là, je mets une allocation dans l'estimation. Ou l'autre option que j'ai, c'est que j'en parle au gestionnaire de risque, puis celui-ci va le mettre dans la liste, dans le registre de risque. Mais une contingence ne peut absolument pas couvrir un item comme ça qu'on nomme, qu'on comprend la nature de ça. Dans le cas de la contingence puis la réserve de risque, c'est une bonne pratique de le faire en collaboration. C'est toujours en mode collaboration à ce niveau-là. La contingence, c'est quelque chose qui est déterminé, entre autres, par l'économiste de la construction en collaboration avec les parties prenantes, mais pas tous, là, mais les parties qui ont vraiment une implication directe. La réserve de risque également se fait en collaboration, en atelier généralement. Ceci étant dit, la réserve de risque, l'utilisation d'un montant d'une provision pour risque dans le projet d'une injection de montant provenant de la réserve de risque, ça se fait à un niveau décisionnel qui est supérieur à la gestion de projet. Ce n'est pas le gestionnaire de projet typiquement qui décide d'utiliser la provision pour risque. Alors voilà, j'espère que j'ai bien expliqué la différence des deux. On voit beaucoup de coûts qui sont dupliqués, qui sont additionnés. Il y a des doublons en fait, de coûts souvent associés à la contingence puis le risque. C'est important de bien comprendre ces notions-là.
Oui, puis si je peux ajouter, Fred, à l'étape de planification, ce qui est super important, quand on remet nos estimations, oui, on remet une estimation avec un coût en bas de la page, mais c'est de bien communiquer le risque qui est associé à cette estimation-là. Parce qu'au final, les clients, oui, il y a le chiffre qu'on présente qui est important, mais il faut qu'ils soient en connaissance de cause aussi des risques potentiels versus l'estimation qui est présentée. Donc, la communication là, à l'étape de planification là, au niveau des risques, c'est super, super important. Effectivement, ça, c'est un excellent point. Dans le fond, quand on parle d'un classe A, puis qu'il y a une précision de -5 plus 10, ben, c'est ça qui doit être communiqué. Ça, c'est théorique, là, mais c'est de ça qu'on parle. Bon, le projet peut coûter 10 de plus. La contingence, elle sert à éponger cette probabilité-là que ça aille jusqu'à 10 de plus. Donc, voilà. C'est super important de communiquer, comme Sylvain dit, ces notions-là, cette information-là. Donc, en conclusion, on a parlé de structurer le projet en lots, en activités distinctes, on appelle WBS. Ensuite de ça, de le diviser, de le ventiler en disciplines. Ou des équipements majeurs, on a parlé de la disponibilité des matériaux, les clauses trop restrictives qui pourraient nuire à la concurrence. Ça, c'est important. Coût de la main-d'œuvre, productivité ou efficience, mais en réalité, l'entreprise humaine, c'est une entreprise humaine, il va avoir des difficultés pour les travailleurs de travailler. Il y a toujours des contraintes. Fait que c'est ce qu'on doit identifier en phase de planification. Conditions de mise en œuvre. Oui. À l'aide de l'échéancier, là, même à l'étape de planification, on est capable de regarder l'échéancier si c'est réaliste ou pas. Puis si on doit à son tour ajuster l'estimation avec l'échéancier, si on a trop de main-d'œuvre, besoin de trop de main-d'œuvre ou de temps supplémentaire, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Puis, conditions de mise en œuvre, Sylvain, je te laisse. Bien, moi, ce que je retiens pour les conditions de mise en œuvre, c'est premièrement s'assurer que ça soit couvert même à l'étape de planification. Donc, ça doit être inclus, quitte à poser des hypothèses, puis surtout, si c'est le cas avec des hypothèses, de les communiquer avec l'équipe pour qu'on puisse faire avancer le projet avec ça, mais c'est de assurément les considérer à l'étape planification dans les budgets. Malheureusement, souvent, c'est encore pas le cas aujourd'hui. Ben, je viens d'en parler là, pour les contingences et les risques. Donc, contingence inconnue, risque connu. C'est ça qu'il faut se dire. Puis, il faut travailler en fonction de notre niveau de confiance par rapport à l'estimation, puis être réaliste. Trop de contingences, c'est pas mieux que pas assez. Voilà. Puis l'analyse de risque, on l'a fait. C'est important. Et surtout, bien les communiquer. Voilà. Alors, des questions, c'est le temps des questions. On arrive à la fin de ce webinaire. Les questions sont appréciées. C'est sûr qu'on a dépassé légèrement, mais on va faire mieux la prochaine fois. Oui, mais on voulait garder ça quand même court sur l'heure du dîner, que ça reste accessible pour tout le monde, là, que ce soit un petit webinaire relativement rapide. Si jamais on n'a pas les questions maintenant, vous pouvez toujours nous les écrire par courriel, des commentaires, il n'y a pas de problème. Moi et Frédéric, on va être disponible pour vous répondre. Une question. On a une première question de José. Quel taux d'inflation utilisez-vous? Bien, José, je peux répondre à celle-là. Ça va dépendre principalement des types de projets. Mais un bon indice que tout le monde connaît, c'est celui de Statistique Canada. Donc, on peut partir de celui-là, l'ajuster selon les types de projets. Puis, ce qui va être encore plus important, selon moi, c'est d'ajouter dans la réserve de risque ou dans l'analyse de risque cet item-là, dans le sens qu'il pourrait varier plus que l'indice.
Donc, l'important, c'est de prendre un taux de base, de s'entendre avec l'équipe, puis de regarder ensuite dans la gestion des risques, comment on traite ce risque-là. Votre question, c'est qu'est-ce que nous planifions pour ou anticipons comme pourcentage d'indexation. On a vu la dernière année comment ça s'est passé, là. Je pense que là, ça va se calmer dans les prochains mois. Puis je pense que tout le monde, présentement, dans l'industrie, est en train de s'ajuster pour bien anticiper le pourcentage à venir. Mais je pense que ça va être baissier. Là. On va voir une baisse du niveau d'indexation d'inflation. Il y a des mains qui applaudissent, ça c'est le fun de voir ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous remercie à tous d'avoir été présents. Si vous avez des commentaires, des suggestions de d'autres webinaires, nous, on en a déjà 2 autres qui vont être annoncés pour janvier et février. Si vous avez d'autres suggestions de webinaires, on est ouvert aux suggestions. C'est sûr qu'on a couvert un pas pire sujet en très peu de temps. On n'a pas rentré dans un niveau de détail très, très, très élevé, mais on pourrait le compléter en répondant à vos questions, le cas échéant. Donc, merci. Merci à tous. Merci. Salut. On reste là s'il y a des questions. Vous pouvez